Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bonsoir. Pour le forum de la presse de ce vendredi 24 juillet 2015, nous recevons dans ce studio 3 journalistes. Lamfia Sinaba, journaliste indépendant travaillant pour Chine Nouvelle, entre autres. Draman Alou Kone, qui est journaliste éditorialiste. Et Aloussene Aladji, directeur de radio Djamana Tombouctou, de quoi allons-nous parler? Essentiellement de trois sujets: l'évolution de la situation sécuritaire au nord, au centre et au sud du pays, la reprise des travaux du comité de suivi pour la paix et la réconciliation, et la démolition d'une soixantaine de maisons hier et aujourd'hui à Souleymane-Bougou, au nord-est de la commune industrielle de Bamako. Ce forum La Presse vous est présenté par Seydou Fomba. L'actualité au Mali reste donc dominée par la situation sécuritaire. Il y a eu cette semaine une embuscade tendue aux éléments des forces de sécurité entre Gao et Gossi. Pas plus tard qu'hier, 2 enfants ont été blessés dans l'explosion d'une mine à Menaka, au sud et au centre. Donc les nouvelles ne sont pas très rassurantes. Après Nara, Misseni, Fakola, c'est maintenant Tominian dans la région de Ségou. Alors l'évolution de la situation sécuritaire au Mali, ça vous inquiète? Draman Aliou Kone. Je remercie les auditeurs du réseau Tamani. Ce qui se passe, ce n'est pas quelque chose qui est imprévu. Je vois que c'est dans la logique des choses. On est en début de sortie de crise. C'est certain qu'ils vont se multiplier parce qu'on sait que tout le monde n'a pas intérêt au retour de la paix. Le Nord il y a beaucoup d'enjeux. Il y a des enjeux économiques, des enjeux politiques, il y a des enjeux ethniques. Il y a aussi beaucoup de protagonistes dont certains n'ont aucunement intérêt que les choses rentrent dans l'ordre. Certainement, ceux-ci vont continuer à vouloir faire dérailler le processus de sortie de crise. Et les différentes attaques qui sont en cours actuellement s'inscrivent dans leur logique. C'est de faire échec au processus de sortie de crise. Bon, je crois qu'aussi il faut ajouter que cela, c'est qu'il faut vite aller à la mise en place des patrouilles mixtes, composé à la fois des forces de sécurité du Mali et des forces des mouvements armés, parce que jusqu'ici, ce qu'on dit, on est en train de discuter des postes. C'est ce qui est inquiétant. Généralement, les gens ont oublié le Nord parce que tout se fait, c'est ce qu'on est seulement à faire le comité de suivi, qui n'est qu'un comité, c'est un comité qui va essayer de suivre l'évolution des choses sur le terrain. Moi, là, sur le terrain, on a laissé ces choses se faire comme les choses, comme on le voit. Mais ce que je dirais, c'est qu'on a au moins 2 ou 3 ans qui vont être marqués par ces attaques, ces accidents de mines. Et malheureusement, il n'y a pas une urgence constatée chez les protagonistes à aller vers l'assainissement du terrain et surtout à lutter contre les bandits armés. De l'un comme de l'autre côté? Autant du côté du gouvernement qui a malheureusement, à la limite, est embarqué et manipulé par la communauté internationale parce que notre gouvernement n'est rien dans cette affaire-là. Et de l'autre côté, on sent aussi que les mouvements armés, autant du côté de la plateforme que de la CEMA, on est préoccupé par le partage des places au sein du comité de suivi, en attendant l'autre gâteau qui est celui du gouvernement. C'est pour vous dire aujourd'hui, l'accord de super est signé, on pense que tout est rentré dans l'ordre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il faut tenir compte d'autres protagonistes qui ne sont pas dans le processus de sortie de crise, qui sont les terroristes, les djihadistes et les narcotrafiquants, et qui n'ont aucun intérêt que les choses rentrent dans l'ordre. Et si en face d'eux, il y avait des gens qui avaient compris cet enjeu et qui sont inscrits dans la logique de d'avoir les problèmes de sécurité sur le terrain, on n'aura pas toutes ces attaques-là. Mais il faut faire avec, et c'est bien sûr, on aura 2 ans prochaines, les années prochaines à venir, au moins 2 ou 3 ans, les mêmes attaques, les mêmes attentats à la bombe comme les problèmes les mines. Comme c'est évident, c'est ce qui va arriver, et il faut que nous soyons forts. Voilà. Aloussene Aladji de la radio Djamana de Tombouctou. Oui, la situation quand même est inquiétante. Je rejoins un peu le président Kone. En tout cas, tout le monde n'a pas intérêt à ce qu'il y a la paix. Vous l'avez vu même lors de la signature de l'accord de paix le 20 juin, la coordination, tout le monde n'était pas d'accord.
le document de l'accord de paix. Donc il y a un grand problème à ce niveau. Donc tous les efforts aujourd'hui sont concentrés vers les mouvements djihadistes. On pense que seulement ces attaques sont faites par les mouvements djihadistes, alors que même dans les autres mouvements qui ne sont pas dits djihadistes, ces mouvements, il y en a qui n'ont pas intérêt aujourd'hui à ce qu'il y ait la paix. Ces mouvements-là sont divisés. Donc les efforts aussi sont aujourd'hui tournés vers les mouvements djihadistes qui sont au niveau des localités du nord. Donc on pense que ces mouvements sont seulement au nord. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ces mouvements-là veulent montrer qu'ils peuvent frapper fort partout. Vous l'avez vu, avant la signature de l'accord de paix, il y a eu des attentats et après la signature, il y a eu des attentats. Donc c'est pour montrer qu'ils ne sont pas pour cette paix, ils peuvent frapper n'importe où, partout au Mali. Donc ces efforts-là qui sont tournés seulement vers le nord empêche à nos forces armées de pouvoir contrôler ces parties-là qui sont vers le sud. Et c'est pour cela que ces mouvements aujourd'hui peuvent frapper à Sikasso, peuvent frapper n'importe où. Donc la situation est vraiment inquiétante. Il faut des dispositions pour qu'aujourd'hui ces mouvements-là qui sont vers le nord du Mali, parce que ces mouvements, il faut le dire, ils viennent du nord. Et le nord est un vaste territoire qu'on ne peut pas contrôler. On parle de la présence des forces étrangères, mais ces forces étrangères, malgré leur présence, ne peuvent pas quand même contrôler tous ces territoire. Par exemple, le territoire du Nord fait quand même, c'est les 2 tiers quand même du territoire malien. Tombouctou, par exemple, c'est la même superficie que la France. Donc, il est presque impossible de maîtriser tous ces déserts, tous ces nords, pour que ces mouvements ne puissent pas faire leurs attaques, leurs attentats et autres. C'est très difficile. L'Amphia Sinaba. Je rejoins en partie mes 2 confrères. Moi, je les divise en 2 parties, ces terroristes. C'est-à-dire que ceux qui agissent au nom de la religion, ce qui n'est pas réel, c'est un autre débat, mais aussi des groupes armés qui viennent exercer la terreur sur les populations sans revendiquer au nom de la charia, mais ils le font pour se faire un peu d'argent, de fonds de déroulement. Je prends l'exemple de l'attaque de Doro dans la région de Gao. À ma connaissance, cette attaque n'a pas été revendiquée. Ils ont enlevé des véhicules, un véhicule d'armée qui a été récupéré. C'était des véhicules qui transportaient qui convoyaient des matériels de l'aménagement. Donc, je pense que si on parle de ces terroristes-là, il faut les classifier, à mon avis, de cette manière-là. Ceux-là, certainement, qui appartiennent à des groupes armés, on ne sait pas pour l'instant, qui sont livrés à eux-mêmes sur le terrain. Pour vivre, il faut quelque part faire des rapts, faire des attaques pour se faire des fonds de déroulement. Et de l'autre côté, je vois aussi ceux-là qui font au nom d'un djihad, d'un prétendu djihad, parce que ce n'est pas le cas en tant que tel. Quand je prends le cas de Nara, ils l'ont fait au nom de la religion, mais ce n'est pas le cas. Quand je prends également le cas dans la région de Sikasso. Maintenant, pour revenir à ce groupe-là, je pense que comme le président Koné l'a dit tantôt, c'était prévisible. Il ne fallait pas s'attendre à ce que les groupes terroristes soient inactifs. Du moment où ils n'ont pas été associés, et ils ne pouvaient pas être associés parce que c'est des éléments terroristes. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Les liquider. Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali et ses partenaires se donnent les atouts nécessaires pour les combattre? Parce qu'on en parle depuis des mois, mais jusqu'à présent, la situation n'évolue pas comme on aurait souhaité. Le Mali, oui, mais les partenaires, je crois que les choses sont assez claires. Je cru entendre que l'aménagement, par exemple, de son côté, dit que les djihadistes, les narcotrafiquants, c'est pas tellement son affaire. Alou Draman connaît. Non, en fait, on a aussi une mauvaise volonté, une mauvaise foi. Ils ont, même si c'est pas dans leur mandat, mais il est dit qu'ils doivent protéger les civils. Et 82% des victimes de ces attaques, c'est les civils. C'est ce qui veut dire quelque part l'aménagement trahir pas comme il n'applique pas son mandat. Mais ce qui est évident qu'il faut décider la vérité, c'est aujourd'hui la sécurité du Nord, comme ils ont toujours réclamé qu'ils sont seuls à pouvoir amener la paix et la sécurité du Nord. C'est avant tout aujourd'hui le problème des mouvements des armés. Et généralement, quand on les écoute, ils pensent que les Maliens étant conçus des éléments du Sud,
n'a pas la connaissance du Nord ou encore n'a pas l'engagement comme eux ils ont en tant que fils du Torah pour faire face aux obstacles là-bas. Le défi qui se pose, c'est avant tout le défi des mouvements armés. Et c'est à la Cour internationale qui est garante de notre accord de paix. Nous devons comment les mettre la pression sur ces cas-là. Parce que tous ces attaques ont eu lieu dans les localités parfois tenues par le passé ou tenues encore par les mouvements armés. C'est pour vous dire aujourd'hui, et là c'est inquiétant, il n'y a pas une distinction entre les mouvements armés et les mouvements djihadistes. C'est les gens qui sont sans plat, qui n'ont appliqué le rapt et le babicannage, qui tournent et qui cherchent à se faire des provisions. Je me rappelle qu'à Nara, notamment maintenant, on n'en dit pas ça souvent, à chaque nuit, il y a les boutiques qui sont dévalisées par des prétendus rebelles, parce qu'ils ont, aujourd'hui, comme ils n'ont pas appris à travailler, ils n'ont pas d'activité, il faut qu'ils se trouvent des provisions. Tout ça démontre que c'est qu'on a toutes les forces ou toute l'importance qu'on a accordée aux mouvements armés jusqu'à présent était fondée sur du vent. Et les réalités du terrain démontrent que ce n'est pas eux qui tenaient le Nord, mais les mouvements narcotrafiquants ou les mouvements terroristes. Al-Husseini Aladi, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le Mali à lui seul doit faire face aux djihadistes et aux narcotrafiquants, ou alors la communauté internationale, notamment la mission onusienne, doit s'impliquer dans cette tâche? Non, le Mali ne peut pas seul faire face aux djihadistes. On l'a dit, même l'ex-président du Mali, Amadou Touré, l'a dit. Aujourd'hui, le président Ibeka lui-même est en train de reconnaître cela. Le Mali ne peut pas faire face à ces djihadistes. Je l'ai dit, les forces françaises sont là. C'est vrai, ils ont beaucoup fait, mais ces forces françaises à elles seules ne peuvent pas aussi faire le travail. Par exemple, pour rebondir un peu à ce que le président Koné avait dit, par rapport à la MINUSMA, moi je suis un peu confus par rapport au mandat de la MINUSMA. Si la MINUSMA ne doit pas, dans son mandat, utiliser la force, pourquoi se promener avec des armes? Son mandat, si c'est protéger les populations. Mais lorsqu'on attaque ces populations, la MINUSMA n'agit pas. Je ne vois pas pourquoi on se promène avec des armes. Et là, je dis que la MINUSMA, le mandat de la MINUSMA, il faut qu'on dise qu'est-ce que le mandat de la MINUSMA. Si des populations sont attaquées, ces populations ne sont pas protégées, on les voit à longueur de journée, peut-être que le mot est trop fort, se promener à longueur de journée, mais chaque fois il y a des attaques. Si c'est même les mêmes soldats de la MINUSMA subissent chaque fois des attaques, on pose des mines par-ci, par-là, ils subissent des attaques. Si aujourd'hui, dans leur mandat, on dit qu'ils ne doivent pas utiliser la force, qu'est-ce qu'ils doivent utiliser? Donc ils doivent aussi laisser les soldats mourir à longueur de journée. Il faut vraiment qu'on revoie ce mandat, le mandat. Là, c'est comme ça. Jusqu'à l'année prochaine, parce que ce mandat vient de nouvelles en juin dernier. En fait, je pense qu'aussi, de l'autre côté, il y a moins de pression à la fois de la rue que du gouvernement. On a eu une occasion avec ce qui s'est passé à Gao de mettre la pression sur la MINUSMA. Le même cas s'est passé en RDC il y a 4 ans. Ils ont changé le mandat de la MINUSCO. Et la MINUSCO aujourd'hui a mandat de poursuivre les rebelles. Il faut qu'on ait à ça. Donc il y a une pression là-bas? Pression, le gouvernement, et les sociétés civiles, la presse, on a eu une forte pression sur la MINUSCO pour qu'on puisse changer son mandat. Parce qu'au-delà de tout, il ne faut pas oublier que la MINUSMA, c'est aussi le Mali. Parce que nous contribuons à l'ONU. Parce que contrairement à ce que les gens disent, ce n'est pas des forces qui sont étrangères à nous. Même si nos nationalités, c'est des mouvements auxquels nous contribuons en termes de cotisation au nom de l'ONU. Mais malheureusement, jusqu'à présent, j'ai compris qu'on a un gouvernement qui est assez faible, il faut le dire. Certainement, ils ont l'argument facile de dire que c'est un pays qui est à terre. Mais on a à terre, mais on n'a pas perdu la dignité. On a renouvelé le mandat de la MINUSMA en juin dernier. Il fallait, à l'occasion, faire assez de pression, même mettre les gens dans la rue à New York. Il y a des Maliens qui sont là-bas pour demander, exiger au Conseil de sécurité de revoir le mandat de la MINUSMA. Ils ne veulent pas protéger les civils, c'est inscrit dans leur mandat, et ne pas se donner les moyens de poursuivre ceux qui viennent agresser. Il n'y a jamais de poursuite. Pourtant, les premières victimes de toutes ces attaques-là, c'est les civils. Ce qui dit que le mandat de la MINUSMA sur le terrain est un mandat qui n'a aucun sens pour les Maliens. Et les boutiques qui sont dévalisées, les gens qui sont violés, les gens qui sont agressés et tués, c'est les civils avant tout. Et ces civils, normalement, doivent être protégés par la MINUSMA.
mais cela n'est pas fait. Bon, quelque part, il faut aussi qu'on s'en prenne à nous-mêmes parce qu'on n'est pas suffisamment organisé. Studio Tamani 18h30, une première pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le mandat de l'aménagement, c'est de cela qu'on parlait avant la pause. Alors, ce mandat, je crois qu'il a été revu, mais on parle quand même d'un article 7. Est-ce que vous en savez quelque chose, Lamfia Sinaba? Avant ça, je voudrais un tout petit peu revenir quand le président Koné parlait tantôt d'attaquer les rebelles. Je pense qu'aujourd'hui, on doit parler en termes d'ex-rébellion parce que je parle des rebelles. Le mouvement djihadiste. Le mouvement c'est le mouvement rebelle parce que quand il y a un rebelle, c'est quelqu'un qui ne rentre pas dans le jeu républicain. S'ils continuent d'attaquer, c'est des rebelles. Oui. On parle des rebelles djihadistes et des rebelles politiques, mais c'est des rebelles. Oui. Parce qu'ils ne se rentrent pas dans le journal de la République. C'est des rebelles. Et pour un autre point là où je ne suis pas totalement d'accord, quand il dit que la MINUSMA ne réagit pas, à ce que je sache, il y a des endroits où les populations sont agressées, la MINUSMA elle intervient aussitôt pour les sécuriser. Mais agressées par qui? Par les terroristes par exemple. Mais il n'y a vraiment pas écho de ces... Non, on n'a jamais appris ça. Ce matin, j'ai reçu un communiqué de la MINUSMA là où il y a eu des attaques sur le camp d'Aguelhok. Séance tenante, la MINUSMA elle a réagi et porté assistance aux populations. Je pense qui a été attaqué? C'est la MINUSMA qui a été attaquée. Voilà, c'est précis parce que leur cas a été attaqué. Oui. En ce moment, ils ont réagi. Oui. Il y a plus de 40 attaques depuis 2 mois où les victimes de cette attaque-là, c'est des civils. Personne n'a entendu que des patrouilles ont été levées pour aller pourchasser ces gars qui viennent agresser. Ils ont mis parfois des informations. Il y a eu une attaque à Songo en son temps. Il y a eu des informations. Le problème, ce n'est pas pourchasser. Il faut aussi arrêter. On n'a jamais entendu parler. Ils ont plus le moins que l'État malien. Des bandits ils ont des avions, ils ont tout. Mais malheureusement, sur le terrain, en réalité, j'ai eu le débat avec l'aménagement ici. Le conseil est là. On pense qu'ils sont venus pour nous secourir. Certainement, le plus gros du travail est lié aux Maliens. Malheureusement, on n'a pas encore l'armée qu'on souhaite. Ce n'est pas une excuse pour ne pas se battre. Mais ce qu'on dit, ils sont payés autant par la population française, la population malienne. Ils vivent de nous tous. Et leur mandat pour qu'ils puissent venir ici, c'est pas vrai, comme il a dit, c'est venir protéger les civils. Et si les civils continuent avec les victimes des attaques, on dit qu'ils ont fait leur mandat. Et c'est clair. C'est des faits qui sont constants et qui sont constants sur le terrain. Alors, on parle quand même de stabilisation. Un mandat qui est là, c'est pour stabiliser. Mais alors, pour stabiliser, est-ce qu'on peut laisser, par exemple, les djihadistes sévir, les narcotrafiquants sévir, et dire que voilà, notre mandat ne nous permet pas? Est-ce que vous comprenez cela? En fait, il y a même des scandales qui sont passés qu'on a laissé un peu. Moi, j'ai eu ça. Quand le journal français L'Express a fait un article sur la contention du trafic de drogue sur l'axe Gao-Kidal et qu'en mars dernier, il y a eu des colonnes qui sont passées. Quand on a interpellé la municipalité, qu'est-ce que la dame a dit? Notre rôle n'est pas de combattre le tourisme. Mais pourtant, quelle est la finalité? La finalité, c'est que les populations seront victimes, tôt ou tard. Aujourd'hui, il est temps qu'on change de discours et qu'on ait quelque chose de cohérent. Si on veut aller vers la paix, si on veut stabiliser le Mali, on ne doit pas être inactif. On doit agir. Et agir, c'est quoi? C'est aller chercher ces gens-là. C'est tout. Et aujourd'hui, c'est la force Barkhane fait ce qu'elle peut faire. Avec tout, elle n'est pas souvent consacrée au Mali. Elle est pour toute la bande sahélo-sahélienne. Elle a ses limites. Mais malheureusement, elle ne fait plus le résultat que tous ces bons mondes que la mission a déversé au Mali qui sont là pour les belles fesses, pour les belles maliennes. Mais à ce niveau, je vois à votre intervention une interpellation du gouvernement malien. Mais dans vos écrits, je n'ai pas senti cela. Parce que je me rappelle en son temps, le gouvernement s'est félicité du renouvellement du mandat de la MINUSMA. Pourtant, j'ai écrit, moi j'ai entendu écrit que le gouvernement s'est couché à New York. Parce que en fait, pour moi, il y a un manque de culture politique chez nous. Un pays assez organisé doit mettre dans la rue à New York des Maliens, même une dizaine, avec des pancartes. Changeons le mandat de la MINUSMA, nos civils sont tués. Mais il n'y a rien dans ce sens. Nous sommes des gens trop polis pour être compris, pour être aidés. Tant qu'on restera avec nos autres Maliennes et être polis avec le Djatika et autres là, on ne s'en sortira pas. Il y a un contexte
il y a des enjeux, il y a des jeux, à l'intérieur de ces enjeux-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le Mali, c'est vraiment une question d'intérêt aujourd'hui et qui dépasse notre pays, ce pays. Sur ce plan, je suis Et maintenant, il est temps vous. que ce gouvernement développe des stratégies qui vont au-delà de la diplomatie classique. Et tant qu'on n'aura pas à faire ça, on ne peut pas changer les choses, le cours des choses. C'est ce qui s'est passé à New York. Notre ministre a eu 2 ou 3 heures à rabâcher la nécessité absolue de faire évoluer le monde de l'administration. Tant qu'il n'y a pas la pression de la rue, tant qu'il n'y a pas la pression dans la coulisse, il n'y aura pas de changement. Et c'est qu'il faut comprendre. Malheureusement, on se passe tout le temps à crier et on n'a pas entendu. Mais ce que j'ai dit, on est là pour 15-20 ans dans cette affaire-là. Mais tant que le gouvernement malien ne change pas de stratégie de communication, même de lobbying, on ne s'en sortira pas. C'est clair. Mais je pense qu'à ce niveau, ce n'est pas pour faire l'avocat du gouvernement. L'administration même a intérêt à agir dans ce sens, à ce que son mandat soit davantage robuste, parce qu'on se rappelle qu'il y a une légère amélioration. Je dis cela parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, j'étais avec un expert ici, M. Cornio. Il disait qu'aujourd'hui, l'administration même n'a pas les moyens pour sa propre sécurité. Et là, c'est très important. Donc, je pense qu'autant le gouvernement doit faire faire des pressions, autant les populations doivent être dans les rues. Je pense qu'à ce niveau, l'administration elle-même doit s'interpeller à ce niveau, ne serait-ce que pour sa propre sécurité. Parce qu'on ne peut pas sécuriser des gens si on n'est pas soi. Moi, j'ai une chose. Bon, je rebondis un peu sec et je ne suis pas d'accord avec Sinaba. On va essayer de donner un petit peu. Vous allez laisser Draman Alou va finir. En fait, il y a un jeu de dupe. Sur les 35 morts, s'il y avait 6 Français là-dedans, ou 6 Hollandais, ou 6 Américains dans les morts, les 35 morts de la municipale, les choses allaient évoluer. C'est pour vous dire qu'il y a quelque part un mépris. Ceux qui sont morts, c'est les pauvres Tchadiens, les pauvres Burkinabés, et je ne sais pas de quelle nationalité, ou les Ougandais, les Pakistanais, autres là qui sont morts. Il n'y a pas des gens des 5 pays membres du Conseil de sécurité. C'est pourquoi les choses n'ont pas évolué. C'est pour vous dire qu'ils ont fait le constat de ne pas avoir les moyens de leur politique, c'est du pipeau. En réalité, cette affaire-là, c'est parce que jusqu'à présent, l'intérêt de ceux qui décident n'est pas atteint. Et tant qu'on n'aura pas compris cela, on sera toujours victime de ce qui se passe. Et malheureusement, ce n'est pas seulement les autorités, même la société civile, on constate un certain recul, une absence de révolution. Pourquoi les gens ont commencé à faire des tables rondes, des rencontres pour expliquer leur mandat de population? Parce que la pression des médias, la pression de la rue, amener ces gens-là à... Si tu vas faire 2 ans dans un pays sans expliquer pourquoi tu es venu, voilà. Voilà, je disais que je ne suis pas d'accord sur le fait que Sinaba dise que la MINUSMA n'a pas les moyens de sécuriser son propre... Alors, elle a dit elle-même. La MINUSMA même l'a dit, et puis c'est un expert qui l'a dit ici. Mais si la MINUSMA ne peut pas assurer sa propre sécurité, quel est le sens du mandat de la MINUSMA? Si on dit que c'est pour protéger les populations et qu'à longueur de journée, il y a des attaques, les soldats de la MINUSMA subissent et même des attaques le 2 juillet, 6 soldats ou 7 soldats de la MINUSMA sont morts lors d'une embuscade tendue à Goundam. Bon, si la MINUSMA ne peut pas dire qu'elle n'a pas les moyens pour assurer sa propre sécurité, elle doit avoir, c'est quand même une mission des Nations Unies, une force des Nations Unies, elle doit avoir ces moyens-là pour assurer sa sécurité et assurer la sécurité des populations pour lesquelles elle est venue. Par exemple, il y a quelques semaines, il y a une vingtaine, sinon plus d'une vingtaine d'hélicoptères qui survolaient Tombouctou. Je ne suis pas d'accord sur le fait que la MINUSMA dise qu'elle n'a pas les moyens pour assurer sa sécurité. Alors, le sujet n'est pas simple. Je crois que nous aurons l'occasion d'en discuter les semaines à venir. Nous allons à présent aborder la seconde partie de cette émission. Elle est consacrée à la reprise des travaux du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation. Que pensez-vous de l'évolution de cet organe après sa 3e réunion qui n'a pu épuiser tous les points inscrits à l'ordre du jour? Draman Alou connaît. Bon, comme c'est sûr, les gens passent déjà ils pensent qu'ils ont déjà passé à table pour le partage du gâteau. Déjà, moi, ce qui est inquiétant, pour un simple comité de suivi, on est en train de s'arracher les cheveux. Et si on doit aller faire le gouvernement après, et si on a partagé les autres postes, parce que c'est clair, dans l'interview des rebelles qu'on a lu, autant Maurice Djeri du MLA que Assalé du CPA et autres, ils ont dans leur tête, l'accord consacre le partage du pouvoir.
Ce qui dit aujourd'hui, ce qui les préoccupe, c'est ce qu'ils peuvent gagner. Et tout le monde veut être à le côté de celui pour ne pas être mis à l'écart au moment du partage. C'est ça seulement qui bloque. En fait, on est aux guerres de positionnement, au conflit de position. Chacun avait se positionner. Je me suis dit, si je parle de côté plus, et si on a nommé quelqu'un à l'ambassade, on a fait ça, moi je n'étais pas là pour être nommé. C'est pour vous dire que le plus dur commence pour nous. C'est la patience, mais aussi parfois, il faut lever le ton. Parce qu'on va continuer à traîner le pied, et alors que les États continuent, parce qu'on a 2 ou 3 postes à partager entre la plateforme ou la CMA. Déjà même au sein de la plateforme aussi, les querelles ont commencé, parce qu'on pense que M. Aruna joue pour lui-même, il joue solo, il joue pour ses propres intérêts. C'est pour vous dire que ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus pour ça même que les gens sont battus que pour des idiots. Et en la matière, il ne faut s'attendre pas à des résultats extraordinaires. Je vous dis, dans 2 ou 3 mois, si je touche le doigt, on peut avoir d'autres moments qui se créent parce qu'ils n'ont pas eu cette façon dans la mise en place du comité. C'est très possible. Ceux qui n'auront pas gain de cause dans le partage du gâteau vont créer d'autres mouvements. C'est ça le cycle. On vient, on signe un accord, on se dit, bon, je vais voir si j'ai ma part du gâteau. Si ma part ne correspond pas à mes attentes, je claque la porte, je crée un mouvement. Et je pense que la communauté internationale doit être alertée sur cette affaire-là. Parce que vraiment, on perd du temps pour rien. Oui, je pense que j'ai la même lecture de la situation. Il faudrait qu'on aille à l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est de fournir des efforts, faire des efforts, dépasser les intérêts personnels égoïstes. Parce que si aujourd'hui on ne parvient pas à s'entendre pour la mise en place du comité, je me demande qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir. Parce que ce comité est censé suivre l'évolution de l'accord. Si déjà il y a blocage à ce niveau, je me dis que ça risque de créer des précédents, des situations fâcheuses, ce qui n'est pas du tout bon. Et à ce niveau, d'après les informations que nous avons reçues dans les coulisses, c'est qu'il y a le problème de la représentativité. La CEMA estime qu'à un premier temps, certains de ses partisans ont signé le 15 juin, à savoir la CPA et également la CMFPR2. Donc, et la médiation elle-même prévoit 3 parties. La CMA, la plateforme et le gouvernement. Maintenant, la CPA et la CMFR2 n'étant pas reconnues par la CMA, encore moins par la plateforme, il y a problème. Donc, à ce niveau, je pense que pour qu'on puisse décanter, passer ce stade-là, il appartient à mon avis à la médiation internationale de voir créer une nouvelle partie, c'est-à-dire une 4e partie, ou encore revenir à la table de négociation, qu'on se dise que bon voilà, nous avons signé un accord, il faudrait qu'on dépasse les intérêts personnels, qu'on se mette d'accord forcément. On parle de dépasser les intérêts. Il y a déjà des députés qui réclament le rappel de ce qu'ils ont perdu comme salaire. Oui. Il y a un député qui a réclamé, un des membres du CEPA et autres là, réclame 20 millions parce que il était député lors de la législature, il n'a pas eu 20 mois de salaire, et qu'on donne les 20 mois de salaire pour qu'il puisse continuer à siéger au comité. C'est vous dire que les gens sont là seulement. Je parle d'intérêt personnel, il faudrait dépasser cela, penser au Mali. Parce que si on ne s'entend pas déjà à ce niveau, ça va créer des frustrations et on va se retrouver encore à la case de départ dans les autres mouvements de revendication. Le Sénat l'a dit. Bon, c'est toujours la question de la représentativité parce que chacun veut défendre son intérêt. Vous avez vu, juste après la signature de l'accord le 20 mai, celui qui a signé au nom de la CEMA, Sidi Ould Sirati, avait déclaré lors d'une interview avec Jeune Afrique qu'ils veulent les postes clés, par exemple le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances. Vous voyez, c'est une question d'intérêt. Chacun veut avoir la part du lion, comme on le dit. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, les travaux du comité de suivi, on ne peut pas dire que ça n'avance pas, mais c'est cet aspect-là qui fait bloquer les travaux. La question de la représentativité. Chacun veut avoir dans tel comité un certain nombre de représentants. Donc vous voyez, même avant cette crise ou lors du déclenchement de la crise, il y avait que le MNLA. Aujourd'hui, vous voyez, il y a le MAA, la CPA, il y a beaucoup. Donc il y a une dissension, ils ne parviennent pas à s'entendre. Donc il y a
une guerre d'intérêt. Donc chacun veut défendre son intérêt. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, il n'y a pas de consensus. Et s'il n'y a pas de consensus, ce n'est vraiment pas bon pour le reste quand même du processus, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment que les travaux avancent pour qu'on puisse enclencher la mise en œuvre de l'accord de paix. Et là, la suite du débat après une courte pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Avant d'aborder le troisième volet de cette émission, nous donnons donc la parole à Lamfia Sinaba qui souhaitait s'exprimer sur la situation au niveau du comité de suivi. À ce niveau, il faudrait faire extrêmement attention pour qu'on puisse aller, comme je dis tantôt, à l'essentiel, éviter qu'il y ait des incidents de parcours. Je vais parler par exemple, la situation elle est très très instable, tout est possible. L'arrestation l'autre jour de Mohamedou Djeri du MNLA, voilà des situations qui sont de nature vraiment... Ah mais là, c'est pas la faute du Mali. Justement, je ne dis pas que c'est la faute du Mali, mais voilà des situations qui peuvent surgir à tout moment et quand ça trouve que l'accord n'a pas encore commencé son application, sa mise en œuvre, voilà des situations qui peuvent être vraiment de nature à compromettre. En fait, je vois qu'il est temps, aujourd'hui, il faut se dire la vérité, aucun parti, à part en dehors de la contention, on a le choix. On est tous fatigués. Les MELA n'ont plus les moyens de faire le combat. C'est financier, c'est cherche à Paris. Le ASUA, c'est la même chose. Et c'est sûrement la contention qui a les moyens. Si la contention veut imposer un comité de suivi, c'est une question d'heure. Non, c'est même pas les MNLA, les populations même qu'elles prétendent défendre aujourd'hui sont fatiguées. Mais moi, je donne un exemple. La nuit de l'accord. Mais les gens ils sont liés à couloir pour donner à Ibeka de faire tout pour qu'on puisse avoir de l'eau et la nourriture qui donne. C'est la même nuit qu'ils sont passés. En fait, eux-mêmes, ils sont fatigués, ils n'ont aucun moyen. Mais si on laisse toujours avec les bébés galeuses à nous gâcher à nous pouler le et à pouler le côté de suivi, on ne s'en sort pas. Il est temps que l'Algérie et les autres se mettent à tête qu'avec ces gens-là, à un moment donné, il faut mettre la pression. Il faut taper le poing sur la table, dire qu'on ne peut pas continuer à téléviser. C'est un comité seulement qui ne fait que superviser. Il y a les perdièmes, il y a d'autres intérêts. Tant mieux, vous aurez ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, le Mali veut qu'on en sorte, qu'on avance. Et malheureusement, on n'entend pas aucune personne notre part aussi. Certainement, on est là à observateur. Or, c'est nous qui perdons parce que plus le temps passe, le gouvernement qui perd du terrain. Parce que nous avons tout aujourd'hui, il y a une urgence d'aller sur cette terre-là. On est en indépendance. S'il n'y a pas de culture, le problème c'est que ça s'aggrave. Parce que ce que les gens oublient, le problème du Nord, ce n'est pas un problème de sécurité, c'est un problème de développement. Et si jamais dans 7 mois, il n'y a pas de culture dans cette localité, et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de culture, on a encore à faire face à une famine. Et là, ça va aggraver la situation. Un dossier qui n'est pas du tout facile. Troisième volet de cette émission, la démolition d'une soixantaine de maisons à Souleymane Bougou, au nord-est de la commune 1 du district de Bamako. Selon une source proche du dossier, cette opération concerne les lots irrégulièrement octroyés par la mairie et la préfecture de Kati. À en croire un responsable des domaines, les autorisations que détiennent les propriétaires de ces maisons proviennent de la mairie, mais la plupart des bâtiments démolis sont soit construits dans le lit du fleuve, soit appartiennent à l'ACI, ce qui nie donc certaines victimes. En tant qu'observateur, est-ce que vous voyez clair vraiment dans ce dossier? Je pose la question à Lamfia Sinaba. Ce que j'ai compris dans cette histoire, chacun se défend. Le gouvernement affirme qu'il a démoli avec constat d'huissier. Les occupants ont été avisés. Mais de leur côté, ils affirment le contraire. D'autres disent que c'est le matin qu'ils l'ont appris. D'autres disent qu'il y a quelques jours seulement qu'ils l'ont appris. Maintenant, après les informations recueillies sur place, c'est qu'ils auraient souhaité au moins qu'on leur donne le temps, 3 mois peut-être, le temps que l'hivernage finisse, afin de pouvoir quitter les lieux. Il y a certains qui l'ont dit. D'autres disent qu'ils ont des documents. Maintenant, le gouvernement dit qu'ils sont dans une occupation illégale. Mais je comprends par là que le gouvernement voudrait appliquer, le ministre de domaine voulait appliquer la loi. Mais quand on applique, je pense qu'elle doit être valable pour tout le monde. Mais à ma grande surprise, hier on a commencé à démolir, aujourd'hui on a arrêté.
semble-t-il qu'un coup de fil aurait été donné venant dans... Non. Non, je n'ai pas fini. Ça, c'est des propos qu'on a recueillis sur place. En tout cas, le factuel, c'est que les démolitions sont arrêtées. Al-Hussein l'a dit d'abord. Bon, moi, je ne maîtrise pas trop ce dossier, mais quand même, on apprend hier qu'une soixantaine de maisons sont démolies. Après, quand même, que le ministère de la Justice donne l'autorisation qu'on démolisse ces maisons, parce que paraît-il que ces maisons appartiennent à ceux qui n'habitent pas ces terrains-là. Donc, il paraît que ces maisons appartiennent à d'autres personnes. Les terrains appartiennent à d'autres personnes. On avait demandé à ceux qui y habitent de quitter et il y a 2 semaines, on avait mis des croix sur ces maisons-là et on leur avait dit que dans 2 semaines, on va venir démolir. Il y avait même une dame qui affirmait que le matin de la démolition, ils étaient là, ils n'avaient aucun préavis. On est venu comme ça, on a démoli les maisons sans pour autant leur donner le temps de prendre leurs affaires. Non, c'est trop facile ça. Alors, Draman Ali, vous connaissez? Écoutez, c'est une longue histoire. Et écoutez, on sait, le ministre ne le défend pas, mais il sait une chose aujourd'hui, Bamako a besoin de casse. Imagine Bamako dans 30 ans, tu n'auras pas de place pour mettre le pied. Parce que les gens ont occupé n'importe où et n'importe comment. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de sanctions. Et quand il n'y a pas de sanctions, il y a toujours le risque de récidive. La terre appartient à la CI, pas une décision de l'État, et ça veut dire que c'est une propriété privée, qui n'est plus dans le domaine public. Les maires, comme ils ont toujours, il y a eu toutes les connivences, les maires et les domaines, ils ont activé le terrain là. Moi, j'ai été victime des choses là dans beaucoup de quartiers. J'ai été mis en prison parce qu'on a démoli des maisons qui étaient sur le site de la presse. Moi, j'étais en prison centrale parce que les gars ils sont battus dans 2001, un juge qui m'a mis en prison parce qu'on a démoli des terrains qui ont été donnés par le maire de SEC sous le titre foncier appartenant à la CEP. Et l'autre démolition n'est pas donnée par la mairie ni par le gouvernement, c'est donné par la justice. Vous faites une enquête, demande de démolition, il y a un jugement qui est rendu et ce n'est pas au bout de 10 jours. Ensuite, il y a le constat du C qui est donné à tout le monde. C'est pas le but qu'on va casser plus sur la maison, c'est pas possible. C'est archi faux. Moi, j'ai connu ces pays-là et je connais le domaine des fonciers. Et aujourd'hui, il est temps, et ce matin, c'est le Premier ministre qui a pris la décision d'arrêter toutes les casses jusqu'à la fin de l'hivernage. Et tout ça, à la fin de l'hivernage, je dois avoir la phrase dans mon email, il va reprendre les casses selon la loi. Ah, justement, vous parlez de loi. Justement, selon les maisons au nom de cette même loi, on devrait attendre, président. À ce niveau, gouverner, c'est prévoir. On devrait être en mesure qu'on est en hivernage. Si on commence à démolir, est-ce qu'on ne va pas nous estomper? Dans ces cas, il fallait attendre que l'hivernage finisse. Non, là, c'est. En ce moment, on parlait de droit de l'équité. Non, en fait, ce que j'ai fait, en fait, ce qui a tué ces pays-là, c'est pas ça, c'est pas. Quand je vois la loi, il dit que tous ceux qui n'ont pas un papier, ceux qui n'ont pas acquis les terrains sur la base du règlement foncier seront démolis. Je ne veux pas en penser. Quand il parle de loi là. Et pourtant, il y en a qui affirment qu'ils ont le titre foncier. Non, on peut avoir les titres fonciers, mais un titre faux. C'est très possible. Moi, je vois. Sinon, mon frère, écoutez, moi, je parle de quelque chose dont je crois, et tout le monde sait ça. Oui. Et vous êtes de Toronto, il n'y a pas ce problème de Toronto. Moi, c'est à mon coup. Il y en a. Non, il n'y a pas ce problème. Il y en a. Peut-être au même non, degré. à Toronto, il n'y a pas. Non. Non, il y en a. Le gars a dit qu'il n'y a pas d'embouteillage au nord. Mais ce que j'ai dit, c'est la vérité. La région des papiers au Mali, c'est la vérité de dire. Moi, je viens de quitter, j'ai vu les Camerounais avec les 42 Maliennes. Alors, il y a une pénurie de 40 ici. Il y a une pénurie de passeports ici. Les titres fonciers, on peut l'acquérir comme on veut. Et je donne un exemple. J'ai vu des gens acquérir des titres fonciers sur des vergers d'autres. Pourtant, le papier est légal. Ça c'est des pratiques qui se font. Le problème, c'est que en fait, ce qu'ils ont fait. Un exemple. Ceux dont les maisons ont été démolies affirment que les terrains ont été donnés par le maire de Sangarabou. Un exemple. Et ils détiennent les titres fonciers depuis 2008. Non, il y en a qui parlent de 1998. Non, là, un titre foncier. Un exemple. C'est pas possible. De la route de Ségou jusqu'au fleuve, le titre existe depuis 1978. Mais les maires ne savent pas ça. Les maires, parce qu'un maire n'a pas 1 mètre carré dans une ville. Pour qu'un maire puisse avoir un lot,
il faut qu'il y ait une mise à disposition. Oui. Ça, c'est le gouverneur, c'est moins de 10 hectares. Le conseil ministre, c'est plus de 10 hectares. C'est après l'État crée un titre, il affecte officiellement. Et voici la formulation qu'on fait. Dramane Aloukouni, mais c'est la preuve quand même qu'il y a trop de désordre dans la gestion du foncier. C'est pourquoi la réforme est en cours, qu'on essaie de mettre l'ordre dans l'attribution des terres. Il faut qu'on constate qui doit donner le terrain. Aujourd'hui, le chef de village pense que la terre lui appartient parce qu'il est chef de village, alors qu'il n'a aucun droit sur la terre. Malheureusement, à la réalité des choses, parce que la terre appartient à l'État. Le maire pense que le terrain dont la gestion lui appartient. Il y a aussi l'autorité de l'État et le gouvernement et autres. C'est pour vous dire qu'il y a une grande confusion dont certains en ont fait leur fonds de commerce. Malheureusement, moi je dis bien, Bachili il fait beaucoup de spectacles, il est dans ses droits. Si on fait attention, d'ici, je donne un exemple, d'ici Bamako jusqu'à Fana, il n'y a pas un seul espace qui n'a pas un titre foncier. Alors, il faut reconnaître que Bamako quand même évolue. C'est sûr qu'il y aura des problèmes, il y aura le besoin de casser. Non, la casse est inévitable à Bamako. Voilà, mais dites, il y a quand même des gens face à cette situation qui est là présentement. Il y a des gens qui pensent que cette démolition fait surtout l'affaire de l'ACI et de certaines agences immobilières. Qu'est-ce que vous en pensez, l'affaire Sinaba? Bon, je pense que, parce qu'on a évoqué 3 aspects, sinon 2 globalement, les maisons qui sont dans l'île du Marigot et du fleuve et l'ACI. Bon, je pense que c'est dans l'intérêt de l'ACI. Mais l'ACI, si vous oubliez, maintenant, une entité privée qui est composée à la fois de la mairie du district de Manko, de l'ordre des architectes et de l'État malien. Oui. C'est vous dire c'est une entité qui est privée, qui est commerciale, qui paie les titres et qui les revend. Et là, c'est là où l'ACI, moi, c'est aménage. Mais les maires, qu'est-ce qu'il faut? Il y a même du vol chez les maires. On dit faire l'utilité. Tu paies les frais de carton là. C'est pourquoi? C'est pour viabiliser les lieux. Quel quartier est viabilisé depuis 10 ans par les maires? C'est un demande de fonds. Mais là où. Je pense que le débat n'est pas dans ce sens. Mais finalement, c'est sûr. C'est que c'est l'État qui est défaillant. Parce qu'ils ont vu les gens construire dans le fleuve, ils n'ont rien fait. C'est là où la santé de l'État est engagée. Tout ce qu'ils ont construit dans les lieux de l'État, ils n'ont pas construit des étages la nuit. L'État a vu, mais l'État n'a pas réagi. Les titres de l'ACI, ça date de quelle année? La création de l'ACI? Non, les titres de l'ACI sur la zone de Souleymane Mbougou. Non, je ne connaissais pas ça. Parce que d'après un témoignage, il y a un monsieur qui dit que lui, son titre, c'est date de 1998 et que l'ACI est venu sur les lieux en 2005. Ah, mais si tu as monté son papier? Non, je le cite. C'est ce que j'ai dit, c'est sa parole contre celle du gouvernement. Non, c'est simple. C'est l'ACI qui n'a pas menti sur son titre. Est-ce que lui aussi, il a intérêt à mentir? Il a intérêt à mentir parce que, je donne un exemple, un simple exemple. Il y a des gens au moment qui ont 1000 hectares de titres fonciers, qui ont monté le projet pour dire qu'ils ont construit des logements sociaux, qui ont des extensions de 10 à 20 milliards sur le manteau de construction, qui n'ont construit aucune maison. Alors, le gars qui est là, qui est aujourd'hui considéré comme une victime, il a plus de 10 000 maisons, il a 10 000 hectares à Bamako, il n'a construit aucune cité. Pourtant, il a les organisations. Mon frère, voilà. Écoutez, dans 10 ans, nous allons donner la parole pour clore. Il reste très peu de temps, nous allons donner la parole à Alousseni Aladji. Moi, je pense que la faute incombe quand même à la mairie de Sangarabou qui a donné ces terres. Non, si c'est la mairie qui a donné, sachant bien que ces terres ont été données, à l'ACI, la faute incombe à la mairie. Ceux qui ont des titres fonciers, si c'est des titres fonciers, des faux titres fonciers, pourquoi l'État aussi ne s'en prend pas au cadre véreux de l'administration qui ont délivré celle-ci? Ce que j'ai dit, finalement, c'est l'État qui est défaillant. Parce que, les citoyens qui sont à Bamako doivent faire le tour des quartiers pour savoir qui construit, avec quel document ils construisent. Si on a vu dans la ligne du fleuve, c'est clair, on dit du Marigot à la limite de construction, il faut 30 mètres. Vous voyez, quelqu'un qui a construit dans le fleuve, tu l'arrêtes. C'est que l'État est en faillite. Non, l'État est en cause dès le départ parce que l'État n'a pas assumé. Mais c'est que je dis quand même, les mairies hautes là, parce que le maire quand il fait un moissonnement, il donne 10 lots, peut-être au magistrat de sa commune, il donne 10 lots, Gouvernement qui doit veiller sur ça. Dramane Aloukouni, je crois que nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet. Le sujet est tel que, voilà, il faut le préciser, il était aussi parce que le dossier était. Voilà, la nature du sujet est telle que, voilà, nous allons donc mettre un terme à cette émission, une émission quand même qui a été telle qu'on a cessé souvent, mais quand même de petits règlements de compte.
bien sûr, à l'amicale entre journalistes. Mais je crois que nous aurons l'occasion de continuer ce débat lors d'une autre émission. C'est donc fini pour aujourd'hui. Alors, je rappelle que l'émission vous a été présentée par Cédric Foma, réalisation Ousmane Djadje Touré. Alors, Salim Modjouara à la mise en onde, Peting Diara, régie vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois. Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.